en introduction rapidement et avant de présenter nos collègues qui ont eu la gentillesse de se joindre à nous pour enrichir notre réflexion de cette matinée à partir de leurs pratiques, je voudrais donc resituer la problématique de ce matin, le corps adolescent à l'heure du numérique. Alors tout de suite, il est important de dire quelque chose qu'il faut avoir en mémoire sans arrêt, c'est que nous aurions tort d'attribuer tous les risques liés à l'adolescence, et on va en parler tout à l'heure, délinquance, toxicomanie, homosexualité, suicide, anorexie, etc., uniquement à un malaise qui serait un malaise individuel, en oubliant qu'il s'agit aussi d'un malaise dans la culture. Pour le psychanalyste, l'adolescence est avant tout un moment de vérité, déterminant et fondateur dans la structuration de la personnalité. Et toute l'enfance va se rejouer alors à nouveau dans un corps devenant adulte et face à des enjeux décisifs quant à un nouveau statut social pour l'adolescent. L'adolescence, c'est le moment où vont se décider les orientations de la vie d'un sujet, et ce n'est pas rien. Parce que le corps pour l'ado, encore plus que pour tout humain, c'est son porte-parole. Cela tient à la puberté physiologique qui bouleverse l'image du corps, construite dans l'enfance, et c'est ce qui peut se présenter pour l'adolescent comme une catastrophe. Le corps change de statut parce que la génitalité va occuper une place maîtresse pour le sujet. Le sujet va devoir se réapproprier une image du corps transformée. En effet, l'image du corps va être affectée de plusieurs façons, des façons complémentaires. Premièrement, par la modification de ses attributs, la taille, la pilosité, les seins qui pointent, les changements de silhouette. Deuxièmement, par ses fonctionnements, citons la génitalité, les menstrues, la mue de la voix, la démarche, etc. Troisièmement, par sa ressemblance avec le corps de l'adulte et plus précisément du parent du même sexe. Mais du coup, cette ressemblance peut ruiner l'ascendant que l'adulte avait sur l'enfant. Les corps deviennent, pourrait-on dire, équivalents et l'assise imaginaire des générations n'est plus la même alors pour l'adolescent. Quatrièmement, par l'importance donnée au regard sur l'adolescent, au regard, que ce soit de la part d'un autre adolescent ou d'un adulte, ou de l'autre sexe, garçon ou fille. L'image du corps non seulement change, mais surtout change de statut. En effet, le corps est alors pris dans le réseau des relations à l'autre, et en particulier à l'autre sexe, sur un versant souvent hystérique, dans la mesure où ce corps est promu, signifiant du désir par lequel le sujet subjective son statut d'objet pour l'autre. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci beaucoup d'être venus aujourd'hui. Donc moi, je suis psychologue et j'ai le plaisir d'être le discutant aujourd'hui. Je m'appelle Tiomer Petkov. Alors, je vais commencer déjà, je vous remercie tous d'être là. Je remercie aussi mes consoeurs et confrères de GNIPL. Je vais commencer par vous présenter notre consoeur, Jacqueline Pariente. Oui, alors, donc c'est une belle expérience pour moi. C'est la première fois que je fais ce genre de performance dans ce cadre-là. Et ça m'a fait pas mal travailler la terre que j'avais un peu abandonnée pour la pierre ces dernières années. Et j'ai essayé pour chaque matinée de réaliser quelque chose en résonance avec la thématique du jour.
Et le premier modelage que j'ai fait en argile concernait le corps en morceaux, le corps morcelé. Et donc j'ai réalisé une tête divisée en deux, que j'ai travaillé de l'intérieur. Donc il y a un extérieur, mais aussi un intérieur. Deux parties de la tête, parce que je considère qu'on a une multiplicité de faces et de visages, comme vous verrez dans toutes les sculptures que je fais, puisque mon thème principal, c'est le visage, qui se lie au pluriel. Et pour la seconde matinée, donc c'est avec Frédéric Tordeau, je me suis un peu renseignée sur sa thématique, enfin les thèmes qu'il aborderait. Et ce qui m'a parlé, c'est le thème de la dépression blanche et du vide intérieur, notamment. Et c'est ce personnage, cette tête qui est sortie d'un adolescent, peut-être. Je ne le sens pas tellement très adulte, mais peut-être. Enfin, c'est ma perception des choses. Après, je considère que dans chaque pièce, chacun peut y voir ce qu'il y voit autre chose. Je pense qu'il n'y a pas qu'une interprétation. Donc, c'est une tête pour évoquer la dépression blanche, un air un peu inaffectif. Je vais vous parler de mes sujets de recherche, d'intérêt aujourd'hui autour de la question de la croyance. Et donc, j'ai articulé ça pour l'occasion avec ce thème donc, du numérique et de l'adolescence. Donc, j'ai intitulé mon texte « Le retour des illusions ». Donc, ça a commencé, cette interrogation-là, en septembre, quand j'ai rencontré des collègues de la fonction territoriale au Pays de la Loire qui voulaient faire des ateliers de prévention pour l'addiction au numérique à la destination des collégiens et des lycéens. Noble projet. Et alors, leur module qu'ils envisageaient de mettre en place s'intitulait « Restons connectés à la réalité ». Guerre en Europe, réchauffement climatique, montée du chômage, des extrêmes, des fascismes, des racismes, de la dette, des flux migratoires et des océans. Effectivement, la tentation est grande, à l'adolescence sans doute aussi, que de céder à ce que Freud appelait les Sorgenbrecher, les briseurs de soucis, et de se déconnecter de la réalité. Le numérique est aujourd'hui une substance addictive, pourquoi pas toxique, c'est un mot à la mode. Une substance addictive qui a rejoint la liste de ces paradis artificiels. S'y dévoile, comme pour les autres substances, rapidement la pulsion de mort à l'œuvre. Doom scrolling, donc c'est le scroll sur les réseaux sociaux jusqu'aux enfers, puisque Doom c'est à peu près ça. Ce qu'on appelle le rabbit hole, donc c'est le trou de lapin, le terrier du lapin d'Alice au pays des merveilles. Donc ça c'est quand on clique sur des liens et qu'on clique sur des liens et qu'on passe de page en page, de vidéo en vidéo, en se demandant comment on a fini par atterrir là et combien de temps on est resté dans ce rabbit hole. Et enfin, la dernière nomination peut-être de ces phénomènes-là, c'est le brain rot, donc littéralement la pourriture de cerveau, qu'on peut traduire par l'abrutissement numérique. Toutes ces créations, souvent vidéo, souvent assistées par IA, aussi savoureuses que débilitantes, et d'ailleurs probablement savoureuses parce que débilitantes. À nouveau un avatar peut-être de cette pulsion de mort que Freud avait mis en exergue en 1920. Bref, rester connecté à la réalité, quelle audace, voire quel toupet, pour ne pas dire quel sadisme après tout. Les enfants et les adolescents ont sans doute aussi le droit d'être affectés et ont sans doute aussi le droit de modeler des stratégies d'évitement qui sont en général d'ailleurs proposées par des adultes, puisque ce ne sont pas les adolescents qui ont conçu les réseaux sociaux. Les psychanalystes, premiers intellectuels à supposer aux enfants et aux adolescents une vie affective et psychique, ont fait de l'adolescence le baromètre du lien social. C'est-à-dire que les symptômes des ados nous renseignent sur la pression qui pèse sur l'ambiance. Pour le dire de façon aphoristique, avec Lacan, la découverte de l'adolescent, c'est-à-dire la conséquence de la rencontre avec la puberté, c'est « il n'y a pas de rapport sexuel ». L'enfant est celui qui peut encore rêver à un « quand je serai grand », sous-entendu quand j'aurai les clés, le ticket, les réponses, l'équipement dont je fais l'expérience qu'il me manque aujourd'hui.
L'adolescence est le temps pour réaliser que si les règles des jeux de l'amour et du hasard ont changé, du fait de l'éveil du printemps, les cartes que le sujet tient en main, elles, n'ont pas changé. Ces cartes à jouer, Freud les a appelées théories sexuelles infantiles, mettant à jour, pas sans un certain embarras, voire une certaine horreur, qu'un savoir sur le sexe ne pouvait s'élaborer chez l'être parlant qu'entre 3 et 6 ans. Ne résistons pas à citer Freud. Les parents névrosés disposent de voies plus directes que celles de l'hérédité pour transférer leurs troubles à l'enfant. Pour ce faire, l'hybride adolescent qui navigue entre deux langues, entre deux eaux, doit la réinventer, sa langue, ce qu'aucune génération d'ados ne manque de faire, sans s'égaler à Rimbaud à chaque coup, certes. Plus antérieures, au moment du confinement, ce sont les pratiques dites de shifting, une sorte d'auto-hypnose qui s'était diffusée sur les réseaux sociaux. Le shifting, le changement de réalité, s'était emparé du réseau social, notamment TikTok. Donc, il s'agit là, dans cette pratique, de réaliser un script, une histoire, pour s'immerger plus facilement dans la réalité désirée, biais par lequel de nombreux adolescents, et surtout adolescentes, cherchent à échapper à leur existence quotidienne, et notamment à l'époque tout à fait confinée. L'époque ne veut plus entendre parler de la psychanalyse en tant qu'elle propose une étude rationnelle des phénomènes irrationnels. À vouloir nier ces phénomènes hors normes par le tout normatif, ressurgissent les monstres d'antan dont les pratiques adolescentes sur les réseaux témoignent aujourd'hui. Les adolescents n'ont pas besoin de grands récits, comme l'avançait la politique social-démocrate de François Hollande en son temps. Ils ont besoin de partenaires auprès desquels ils puissent reprendre à leur compte des fictions. D'une tempe à l'autre, le sang de mon suicide virtuel s'écoule, noir, vitriolant et silencieux. C'est avec une élégance particulière que je porte sur mes épaules cette tête de suicidé qui promène d'un endroit à l'autre un sourire infâme, empoisonnant dans un rayon de plusieurs kilomètres la respiration des autres et des choses. Vu de l'extérieur, on dirait quelqu'un qui tombe sous une rafale de mitraillettes. Ma démarche incertaine rappelle celle du condamné à mort, du rat des champs, de l'oiseau blessé. Comme le funambule suspendu à son ombrelle, je m'accroche à mon propre déséquilibre. Je salue mon double, mon triple. Je me regarde dans le miroir, je vois un visage couvert d'yeux, de bouche, d'oreilles, de chiffres. Sous la lune, mon corps projette une ombre, une pénombre, un fossé, un lac paisible, une betterave. Je suis vraiment méconnaissable. J'embrasse une femme sur la bouche, sans qu'elle sache si elle a été empoisonnée, enfermée 1000 ans dans une tour ou si elle s'est endormie la tête sur la table. Tout doit être réinventé. Il n'y a plus rien au monde, même pas les choses dont on ne peut pas se passer, dont il semble que dépend notre existence. Si la femme que nous aimons ne s'invite pas sous nos yeux, si nos yeux n'abandonnent pas les yeux, les vieux clichés de l'image sur la rétine, s'ils ne se laissent pas exorbiter, se suspendre et attirer vers une vision jamais vue, là, la vie me semble une fixation arbitraire à un moment de notre enfance ou de l'enfance de l'humanité, une façon de mimer la vie de quelqu'un d'autre. En effet, la vie devient une scène où l'on interprète Roméo, Caïn, César.
et quelques autres figures macabres. Habités par ces cadavres, nous parcourons comme des cercueils le chemin qui rallie la naissance à la mort. Si en exécutant cet acte simple, humer la chevelure de l'aimé, on ne risque pas sa vie, on n'engage pas le destin du dernier atome de son sang et de l'astre le plus lointain, si dans ce fragment de seconde où l'on exécute n'importe quoi sur le corps de l'aimé, ne se résolvent pas dans leur totalité nos interrogations, nos inquiétudes, nos aspirations les plus contradictoires, alors l'amour est en effet, ainsi que le disent les porcs, une opération digestive de propagation de l'espèce. J'efface avec volupté l'œil qui a déjà vu, les lèvres qui ont déjà embrassé, et le cerveau qui a déjà pensé, tels des allumettes qui ne servent qu'une seule fois. Tout doit être réinventé. On cherche en vain cette femme absolue, dont la raison d'être est de n'être jamais rencontrée. Cette femme idéale à laquelle on n'aspire qu'avec le désir de ne pas la trouver, ou une fois trouvée, de la perdre. Cette éternelle femme de nos rêves, qui ne fait que creuser le gouffre entre le jour et la nuit, au lieu de le combler. Donc le corps de l'adolescent à l'ère du numérique, un corps 2.0. C'est comme ça qu'on a intitulé la présentation, quand on a cherché un titre pertinent. Donc l'adolescence, on le sait, c'est une phase charnière, à la fois sur le plan biologique, un corps qui entre dans une danse hormonale, on y reviendra. Sur le plan psychique se joue, on parlait tout à l'heure de la redéfinition de l'identité, de la sexualité, du regard de l'autre. Et sur le plan cognitif, un cortex préfrontal qui se structure lentement, tandis que le système de récompense reste très hyperactif. Donc, mais aujourd'hui, cette traversée s'effectue dans un monde numérique saturé d'images. Images, écrans, réseaux, intelligence artificielle. L'adolescent ne façonne pas seulement son corps, il le montre, il le modifie, il le projette dans une virtualité. Cela soulève des questions essentielles. Quels vont être les impacts sur ce corps biologique, physique et psychique? Quels sont les enjeux pour cette métamorphose adolescente et quelles sont les perspectives pour la clinique et pour les thérapeutes que nous sommes? Donc, la question des écrans, je la trouve très concernante parce que c'est la révolution technologique du XXIe siècle, parce que ça nous a permis... J'ai une vision très, très positive de ces choses-là. Ça nous a permis avant tout une ouverture infinie sur le monde, avec aujourd'hui peut-être le revers de la médaille et cette infobésité, puisqu'on est continuellement exposé à des contenus numériques qui façonnent parfois notre regard sur le monde. Ce sont également des clés USB cérébrales, puisqu'elles ont permis d'externaliser certaines de nos fonctions. Aujourd'hui, on est capable de cuisiner, de commander nos courses sur Internet, tout un tas de tâches domestiques qui nous ont fait finalement gagner du temps. Encore faut-il savoir ce à quoi on va dispenser, comment on va utiliser ce temps aujourd'hui. Donc une transformation de la société en profondeur, une digitalisation, puisque les repères spatio-temporels ont été modifiés. Aujourd'hui, tout est possible, tout de suite, maintenant, rien n'est loin. Avec presque 30% pour certains d'entre nous, je dis bien c'est une moyenne, de notre temps de veille passé sur ce numérique. Parce que l'adolescence, c'est l'âge aussi où on met à distance ses parents, où on investit d'autres lieux, où on essaye d'explorer le monde, et ce numérique nous permet une exploration du monde quasiment infinie, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Alors attention, parce que
parfois je dis aux parents, c'est comme si vous mettiez un adolescent dans une ville nouvelle sans lui donner finalement le langage, les codes, les plans pour se repérer. C'est un univers dans lequel on peut parfois se perdre. Et puis, ça va être effectivement un lieu où il va pouvoir s'expérimenter, qui va l'aider à construire cette identité. Développer son capital social, puisque les réseaux sociaux sont un support de communication inouï. Créer leur communauté virtuelle, hein, qu'elle soit sur Snapchat, Instagram, TikTok. On a revu tout à l'heure les principaux réseaux sociaux. Avec ce sentiment d'appartenance, le maintien du lien et le renforcement affectif, puisqu'ils ont cette possibilité d'avoir dans la poche l'ensemble de leur communauté et pouvoir communiquer à tout instant pour se rassurer ou bien voilà. C'est un soutien aussi aux apprentissages. Hein. On a vu les ordinateurs à l'école. Alors, je ne parle pas seulement de Pronote et de cet espace numérique de travail. Je pense à ces jeunes qui sont porteurs de troubles du neurodéveloppement, hein, comme les troubles du spectre autistique. Cette hypothèse du déplacement, puisque le temps d'écran remplacerait des activités protectrices, comme le sommeil, les interactions sociales réelles, le sport, ce qui fragilise la santé mentale de nos jeunes finalement. Et puis ce sommeil qui est perturbé, qui augmente aussi les signes d'anxiété et de dépression, on le sait. Hein. Moins on dort, plus on est irritable. La comparaison sociale, l'estime de soi, les réseaux sociaux qui renforcent ces comparaisons ascendantes, ces images idéalisées, ce qui réduit cette estime et peut augmenter les symptômes dépressifs. L'hyperconnexion et les contenus à risque, on va y venir, avec une exposition à des contenus problématiques. On parlait tout à l'heure, je crois, Quentin, vous parliez des scarifications chez les adolescentes. C'est vrai que ce sont des comportements qu'on voit de façon exponentielle. Je discutais l'autre jour avec mes collègues de l'Enval, c'est plus de 200% de passage aux urgences pédopsychiatriques pour des conduites suicidaires, hein, des conduites d'automutilation et des symptômes d'anxiété et de dépression. Donc, avec évidemment ces phénomènes que nous évoquions tout à l'heure, le cyberharcèlement, j'y reviendrai, et l'usage compulsif de ce numérique qui fait que parfois l'adolescent a tendance à s'isoler et être en détresse. Je vais me présenter très rapidement. Je suis professeur de théâtre au sein de la compagnie La Panique, qui est une jeune compagnie niçoise, et je suis également professeur de théâtre pour la compagnie Biagini, qui est, elle, installée à Villefranche-sur-Mer. J'ai eu la chance d'animer, et j'anime toujours, des ateliers dans de nombreuses structures auprès de publics très divers. Des enfants, des adolescents, des adultes en situation de handicap physique et ou mental. Dans ce contexte-là, cela m'a permis aussi d'observer avec une acuité particulière le rapport complexe que l'adolescence entretient avec le corps, avec l'image de soi et avec le regard des autres. Et là, le théâtre, dans ce contexte, il agit comme un révélateur puissant. Il met en lumière les tensions et les blocages qui traversent cette période de transformation physique et psychique. Je ne vais pas y revenir tant ça a été si bien défini par les autres intervenants. Chez l'adolescent, le corps devient soudainement un enjeu central. Il se métamorphose, il s'expose au regard, se juge sans relâche. Et j'ai observé dans mes ateliers combien cette phase s'accompagne aussi d'un besoin presque obsessionnel de lisser son image, de se conformer à une norme implicite et surtout, de ne pas oser. Oser être ridicule, oser rater, oser se montrer tel que l'on est, c'est là tout le défi. Je continue mon avant-propos avec ce premier contact avec la scène.
un adolescent qui entre en contact avec la matière théâtrale au sein de mes cours manifeste souvent une grande incompréhension. Ouais, il y a une crispation, une tension palpable face à un espace vide, souvent surélevé, que l'on appelle scène ou encore plateau. Et je me pose la question, pourquoi cette tension face à cet espace vide? Alors que ce soit les adultes, bien évidemment les adolescents, insérés dans notre société, régis par le numérique, nous vivons notre temps présent souvent selon deux logiques distinctes, pour moi en tous les cas. C'est souvent ressasser le passé pour diverses raisons, par nostalgie, par mélancolie ou simplement par perspective améliorative. Ah, pourquoi j'ai pas dit ça? Ah, j'aurais pu mieux faire. Et peut-être qu'en sortant de cette conférence, d'ailleurs, je me dirais, j'aurais pu mieux faire. Ou soit anticiper l'avenir, c'est-à-dire chercher à maîtriser le réel et à organiser notre vie au cordeau. Mais alors me vient cette question, peut-être naïve de ma part, bien que j'adore la naïveté, qu'en est-il du moment présent, de l'ici et maintenant et de l'espace que nous lui accordons? Et quand je réfléchis à ma propre existence, je réalise qu'il n'y a pas beaucoup de moments où je vis le moment présent, car très souvent, l'ici et maintenant est rempli d'imprévus, d'extraordinaires et d'inconnus. Et ça fait peur. Alors on l'évite au maximum. Et donc, si je reprends mes adolescents face à cet espace vide, ils se retrouvent littéralement coincés dans l'ici et maintenant, imaginés. Ils n'ont que leur corps, d'autres adolescents, et ce qu'ils ignorent encore, leur propre imaginaire, pour point de repère. Et ils n'ont pas d'écran. C'est un grand désarroi pour eux. Alors le corps, c'est un élément central dans la matière théâtrale en France, depuis la fin du XIXe siècle. Donc c'est très récent. Cette dimension du corps, elle prend toute son importance avec la notion du metteur en scène. Le théâtre, en plus d'être un art pleinement vivant, est un art profondément collectif. Une fois sur scène, nous sommes tous égaux. Personne ne peut exister sans l'autre. Nous avons presque l'obligation, pour créer, de jouer avec l'autre, de nous ouvrir à lui. Et en improvisation notamment, je le répète souvent, la réponse se trouve chez l'autre. Le spectateur ne juge pas de la performance isolée d'un acteur relégué dans un coin, mais bien de l'ensemble. Et si cet ensemble, il est cohérent, la manière dont le groupe respire, se relance et construit un sens commun. Ce que l'on cherche sur scène, c'est la complicité. Comment soutenir le partenaire, comment lui permettre de faire exister son jeu. Et dans une société dominée par la concurrence, le théâtre offre un microcosme à part, un espace rare, où l'on peut s'en affranchir, précisément parce qu'il porte en lui, par essence, l'idée du collectif et du soutien mutuel. Parce que dans la vie quotidienne, on entend souvent, et à moi, on me dit, « fais pas ton enfant ». Mais au théâtre, c'est tout le contraire. On cultive cet état d'enfance pour retrouver un regard naïf, émerveillé, comme si on voyait les choses pour la première fois. Une innocence dans les émotions, à la fois brute et pleine. Mais vous, cher auditoire, rappelez-vous les kermesses, certains anniversaires de votre enfance. Vous étiez déguisés, et au-delà du costume, vous jouiez un rôle, car votre esprit était connecté à cette forme de magie qu'est la fiction, et que l'on appelle l'imagination. Et pour cela, ça demande de croire. Alors attention, le théâtre n'efface pas les insécurités de l'adolescence, mais ça leur offre quand même une forme, une langue, un espace. Il donne le droit d'exister. Et à une ère contaminée par le numérique, le théâtre,
comme tout au long de son histoire, se défend avec ce qu'il a de plus ancré en lui, le vivant. Tant que l'objet principal de sa manifestation restera l'humain, il continuera à traverser les âges. S'intéresser à l'être humain et fonder sa créativité sur lui, c'est assurer sa durabilité, car l'être humain, c'est la permanence de l'impermanence. Bravo Arthur, vraiment j'ai bu vos paroles. Je ne sais pas pour l'histoire, mais moi j'étais pris par la tonalité de votre voix, par bien évidemment aussi par ce que vous disiez, parce que c'était très riche cet exposé. Et moi, pour ouvrir un peu le débat, ça m'a inspiré sur la question. Je me suis dit, mais en fait c'est devant nous, en fait, cette pratique de théâtre comme une issue pour certains adolescents qui ont du mal à accepter leur corps, qui sont prisonniers de l'image, du numérique, de cette fixité, alors que vous avez amené le mouvement, le corps qui est animé par la scène. Et je me suis dit, une pratique ancestrale, en fait, alors qu'on est tous rivés sur nos téléphones portables. Et donc j'ai pensé au mythe de Babel. Un mythe de Babel qui me paraît central au niveau de la communication, au niveau de la langue, au niveau du groupe. Alors, il y a énormément je me suis aperçue qu'il y avait énormément de choses qui avaient été écrites à ce sujet. J'avais beaucoup travaillé ce thème de Babel il y a quelques années. Et puis le groupe. Alors il y a des perceptions, comme pour la technologie, positives et négatives. Est-ce que Babel signifie une malchance ? C'est-à-dire que l'homme a voulu accéder au pouvoir de Dieu et Dieu l'a soumis en dispersant les langues et en le dispersant, ou est-ce que c'est une chance? Ou est-ce que c'est une chance d'ouverture à l'altérité, à l'autre, au différent, au pluriel? Et je trouvais que cette ambivalence, ambiguïté était intéressante et qu'elle ouvrait des portes d'interprétation multiples. Et aujourd'hui, je trouve que c'est central, cette idée de la multiplicité. On parle beaucoup de multiculturel et de migration, de personnes qui viennent d'un peu partout, qui se mêlent et qui forment des sociétés nouvelles. Voilà, donc c'est ma Babel à moi, ma nouvelle Babel, avec aussi cette idée de sacralisation de l'objet technologique. Donc c'est pour ça que j'ai mis, on ne le voit pas très bien, mais 2 portables au-dessus. Et bon, ça, bien sûr, ça m'a fait penser aux tables de la loi et aux tablettes, parce que ce sont des tablettes sur lesquelles nos jeunes sont en train de travailler, et nous aussi. Donc quelque part, je me dis, il y a aussi cette sacralisation de cet objet qui paraît tout puissant, omniscient, qui va nous apporter plein de choses. Mais qu'est-ce qui va nous apporter? C'est une question. Positive, négative, peut-être que les deux, finalement. Et ce dont vous avez parlé, je place mon petit truc que j'ai pas pu dire, ce dont on a parlé, c'est ce que ces pathologies qu'on peut voir chez les adolescents sont peut-être aussi des symptômes de dysfonctionnements familiaux ou sociétal, les deux. Je pense que des failles vont peut-être plus se manifester à propos de ce rapport à l'objet technologique. Voilà, c'est tout.